André Azoulay est le conseiller du roi Mohamed VI. Tous les recoins du pouvoir lui sont familiers, aussi bien au Maroc que sur la scène internationale. Habile diplomate, il œuvre avec volontarisme pour le rapprochement des peuples de la Méditerranée et pour cela, il a été nommé à la présidence de la fondation Anna Lindh. De culture et de religion juive, mais conseiller d'un souverain de foi musulmane, il œuvre aussi avec crédibilité en faveur de la construction d'un État palestinien, tout en légitimant l'existence d'Israël. Monsieur Azoulay, bienvenue sur Euronews. Merci de nous avoir accordé cette interview. Quelles sont, à votre avis, les principales stratégies qu'il faudra mettre en place en vue de l'organisation de l'Union pour la Méditerranée? Il faut d'une part que la logique de la parité remplace la culture de l'octroi, et il faut aussi que cette vision, qui finalement, quand les techniciens ou les eurocrates ou les politiciens ont fini de discuter, il faut aussi penser aux hommes et aux femmes dont on veut dessiner le futur. Donc il faut que ces hommes et des femmes soient investis idéologiquement, politiquement, culturellement et socialement. La dimension économique est très importante, on parle de commerce, on parle d'échange, mais enfin, ce qui manque à l'Europe, c'est une dimension politique, même au Maghreb. Moi, je suis moins pessimiste que vous. Je trouve qu'au contraire, aujourd'hui, nous sommes en train de recréer ensemble un nouveau momentum pour l'Euro-Méditerranée. Ça n'est pas d'ailleurs un gadget ou une démarche, je dirais, qui serait un luxe pour les uns et les autres. C'est un impératif politique, un impératif humain, un impératif stratégique, et c'est aussi l'opportunité pour l'Europe, peut-être à travers l'Euro-Méditerranée, de retrouver l'influence qu'elle a en partie perdue dans la grande communauté des nations. Parce que quand on parle d'Euro-Méditerranée, on ne peut pas gommer, occulter les dossiers les plus difficiles auxquels est confrontée la communauté internationale. Je pense notamment à cette paix toujours en devenir entre les Palestiniens et les Israéliens. Je pense à la situation en Irak ou à la situation en Afghanistan, à cette relation de façon plus large qui est aussi aujourd'hui traversée par des tensions très fortes entre le monde, je dirais, de la grande civilisation arabo-musulmane et l'islam et le monde occidental chrétien. Justement, vous prônez depuis toujours presque la naissance d'un État palestinien à côté de l'État d'Israël, naturellement. Est-ce que vous pensez que le moment est venu? Le monde entier aujourd'hui reconnaît à la fois la légitimité et l'absolue nécessité d'avoir un État palestinien dans toute son identité retrouvée, dans tous ses droits reconstruits, et pourtant, le monde entier n'y arrive pas. Et ça n'est pas parce qu'il y a un conflit des religions, ça n'est pas parce qu'il y a ici et là des leaders religieux ou politiques qui, à tort, ont voulu instrumentaliser nos convictions respectives, nos religions respectives, quand dans cette logique, nous sommes otages de ceux qui ont fait une sorte de take-over, d'OPA, sur notre domaine spirituel, qui est le domaine de nos convictions privées. Vous savez, que l'on soit aujourd'hui musulman, juif ou chrétien, finalement, notre interlocuteur, il est le même là-haut. Moi, la façon dont j'ai été élevé dans ma ville d'Essaouira, au sud du Maroc, en tant que Marocain de confession juive, c'est d'abord de faire en sorte que mon voisin, et mon voisin, il est marocain musulman, mais aujourd'hui, dans mon imaginaire, il est palestinien, faire en sorte que ce voisin-là bénéficie des mêmes droits que moi. Donc c'est en me battant demain, en me battant aujourd'hui, comme je l'ai fait hier et comme je le ferai demain, pour un État palestinien, je me bats aussi pour protéger mes propres convictions religieuses. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Justement, à l'occasion de la visite du pontife Benoît XVI en France, on a évoqué les concepts de laïcité positive. Ce que vous venez d'exprimer, c'est un peu... ça réfléchit un peu ces concepts, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de la laïcité positive? Je ne peux qu'y adhérer, mais je crois qu'il faut que chacun d'entre nous soit animé et habité par la volonté de faire que ce choix, ou ces choix, ne soient pas simplement théoriques ou rhétoriques. Il faut que nous les traduisions chacun dans notre
vie au quotidien, dans nos engagements, dans nos responsabilités. Le Maroc a été un des premiers pays du Maghreb et du monde arabe à entamer un processus de réforme dans le sens démocratique. Comment maintenant le Maroc affronte la question du retour de l'insécurité avec Al-Qaïda qui est en train de se développer au Maghreb et aussi dans l'Afrique subsaharienne. Ces deux points géographiques qui intéressent évidemment le Maroc. Cette construction de ce Maroc moderne, de ce Maroc ouvert, mais de ce Maroc ancré dans ses racines, dans son identité, dans ses racines, celle-là, elle est irréversible. Les problèmes que vous évoquiez tout à l'heure sont des problèmes qui ne sont pas marocains, ils sont multinationaux, ils sont internationaux. Ils peuvent exister éventuellement au Maroc, ils sont pris en compte, mais ils sont conjoncturels. Donc vous pensez en gros que démocratisation et lutte contre le terrorisme sont parfaitement compatibles? Absolument. Au contraire, je crois que la construction de cette société ouverte, de cette société démocratique, de cette société en croissance, de cette société consensuelle dans sa mobilisation pour aller le plus loin possible dans cette direction est la meilleure réponse.